Donc, comme on m'a introduit, Caroline Lavoie, je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Je voulais commencer par vous faire visualiser un petit peu là où mon chemin a débuté. Donc, les entreprises Géracine, ferme laitière biologique, située à Saint-Damas-de-Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. Je salue d'ailleurs la présence de mon frère Nelson, qui est actionnaire de l'entreprise, et de tous les agriculteurs qui sont présents ici aujourd'hui ou en ligne. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Et je tiens à saluer aussi là, d'avoir le CRAAC, d'avoir accepté la proposition de faire un don de 500 $ à la Fondation au cœur des familles agricoles, qui est une cause là, qui est chez Régénération Canada et personnellement qui me tient très à cœur. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition. Je passe la parole à mon collègue Dominique. Merci bien, Caroline. Merci bien pour l'introduction qui était déjà faite. Permettez-moi de me présenter un peu avec de plus de détails. Je m'appelle Dominique, je suis suisse. Je suis agronome de formation. Maintenant, il y a un problème. Ma langue maternelle est l'allemand. Mais comme peut-être vous savez, la Suisse est un pays multilingue. J'essaie donc d'utiliser le français que j'ai appris à l'école pour environ 9-10 ans. Mais malheureusement, je n'ai pas utilisé ce français beaucoup dans le dernier temps. Donc, je suis désolé de ça. Quand j'ai informé ma femme, qui est beaucoup plus francophone que moi, que je vais avoir une présentation en français, elle m'a dit bonne chance avec ton français fédéral. Donc, j'ai demandé à ma femme, c'est quoi? Est-ce qu'elle me peut donner une définition du français fédéral? Et elle m'a donné ça. Je l'écris ici. C'est une tentative désespérée de germanophone de parler la langue de l'intellect et de l'amour. Donc, c'est vraiment bonne chance à moi aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer mon habitat naturel, qui était beaucoup plus proche des fermes que l'endroit où je me trouve depuis une année. J'ai passé ma carrière à travailler avec des producteurs pour développer des innovations pour améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculteur. Comme vous voyez sur ces photos, j'ai pour l'instant travaillé pour développer des variétés de cultures améliorées. Voici, vous voyez le teff, c'est un céréale négligé en Éthiopie. J'ai aussi travaillé sur des technologies de semences, comme pour le manioc, comme vous voyez ici sur le bottom left. Pardon pour l'anglais, ou un aspect que je suis peut-être le plus fier, c'est l'introduction de nouvelles cultures et de nouvelles chaînes de valeur dans de nouvelles régions. Donc, ce que vous voyez sur à la gauche peut-être, c'est le canola, mais ce ne sont pas les prairies de Manitoba, ce sont les savanes de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, je travaille pour la Sustainable Agriculture Initiative, pour inciter le secteur de l'alimentation à s'engager dans l'agriculture régénérative. C'est un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui et de donner une perspective mondiale de l'agriculture régénérative et de vous donner une perspective sectorale de le secteur d'alimentation sur l'agriculture régénérative. Maintenant, je vais essayer... Ah oui, ça marche. Donc, une vite introduction sur le SAI Platform. Qui sommes-nous? Et pourquoi j'ai choisi de travailler pour le SAI Platform? Nous sommes une organisation de membres qui rassemble les entreprises du secteur alimentaire. Ces entreprises travaillent avec nous pour rendre l'agriculture plus durable et recherchent notre soutien et notre expertise pour faire ça. Quelles sont notre visite et nos objectifs? Vous les voyez sur ce slide. Donc, la vision, c'est un secteur agricole durable, prospère et résilient. Et c'est vraiment important qu'on voudrait atteindre des objectifs environnementaux, mais quand même aussi des aspects socio-économiques, farmer well-being. Comment on veut achever ça? Notre objectif, c'est d'exploiter le pouvoir de collaboration de nos membres pour accélérer l'adoption généralisée de pratiques agricoles durables. Et ça, c'est ce qui m'a poussé à travailler pour SAI.
c'est le fait que les entreprises du secteur de l'alimentation exercent une grande influence sur les chaînes de valeur agricole. Elles jouent un rôle déterminant dans la définition de normes de durabilité. C'est vraiment le cas. Mais pourtant, à ce jour, le secteur suit de différentes normes. Et cela rend la vie souvent difficile pour les agriculteurs, je pense. Comment travaillons-nous pour réaliser notre vision et notre objectif? Nous avons deux priorités. Tout d'abord, nous créons une plateforme très compétitive permettant aux membres de l'industrie de travailler ensemble. Comme ça, ils ont l'opportunité de partager leurs expériences, leurs connaissances en matière de transition vers l'agriculture régénérative. Ces groupes de travail sont spécifiques aux groupes de produits, culture, grande culture, produits laitiers ou produits bovins. Donc, vous les voyez sur le slide. Deuxièmement, et plus important, nous aussi élaborons des normes et des solutions sectorielles pour évaluer la durabilité de la production alimentaire. Peut-être vous ne connaissez pas ces solutions, mais pour l'instant, l'FSA, c'est la solution pour une évaluation de durabilité sur de grandes cultures, est peut-être la solution plus utilisée pour ça. Ce n'est pas communiqué aux consommateurs, mais c'est pour négocier entre le producteur et le transformateur. On a aussi des solutions pour les produits laitiers, c'est le Sustainable Dairy Partnership, et pour le secteur bovin, c'est le Roundtable for Sustainable Beef et RBS. Notre dernière création est Regenerating Together. C'est un cadre mondial pour l'agriculture régénérative. C'est le travail que j'essaie de faire chaque jour, que je dirige et que je vous présenterai aujourd'hui. Enfin, très vite, je voudrais vous donner un aperçu de nos membres. Tout a commencé avec 3 fondateurs, Nestlé, Unilever et Danone, il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous comptons environ 200 membres qui sont très engagés et dont certains sont les plus grandes marques de l'industrie, comme Nestlé, comme PepsiCo, comme Coca-Cola. Je suis certain que maintenant vous êtes intéressés de l'autre organisation qui présente maintenant. Donc, Caroline, à vous de continuer. Régénération Canada, je fais partie de cette belle équipe, de cette organisation-là à but non lucratif qui est située à Montréal, là, dont le siège social est à Montréal. Et on est dédié là, à la régénération des sols partout au Canada. La vision de Régénération Canada, c'est vraiment de promouvoir l'agriculture régénératrice pour restaurer la biodiversité, améliorer la rentabilité des entreprises agricoles, soutenir un système alimentaire sain et atténuer, bien sûr, le changement climatique. Comment on fait ça? Bien, on a 3 grands axes d'intervention. La première, c'est la création de réseaux. Vous voyez en haut de la diapositive, c'est la carte des fermes régénératrices au pays. Ces entreprises-là font partie de notre réseau et peuvent là, entrer en relation pour discuter des pratiques ou quoi que ce soit. Et vous voyez aussi là, l'ensemble des partenaires avec lesquels on a eu des projets ou on a des collaborations pour avancer l'agriculture régénératrice. Un autre axe d'intervention qui est vraiment un axe où on déploie beaucoup d'énergie, c'est la sensibilisation, mobilisation des consommateurs. J'entends souvent, on peut, puis ce matin, je rejoins un peu la présentation, on doit continuer auprès des consommateurs à faire un peu l'énoncé des bénéfices des pratiques qui sont mises en place. Donc, on a des webinaires, on a beaucoup d'activités, dont notre dernière campagne dont on est très fiers, qui s'appelle Récit de régénération. On est allé sur 8 fermes partout au Canada. Au Québec, c'était la ferme laitière La Station de Compton. Et puis, il y a du contenu en ligne, webinaires, podcasts, vidéos sur les pratiques et puis mettre en lumière aussi les gens qui les mettent en place. Et puis, l'axe d'intervention qui m'occupe le plus, c'est la transition des filières agroalimentaires. On a un projet, il a été nommé en introduction, avec Logiag et General Mills. General Mills, là, pour votre information, transforme 4 % du lait au Québec à son usine de Saint-Hyacinthe, là, du yogourt Liberté. Donc, l'objectif des fermes laitières engagées, c'est de réduire l'empreinte carbone du lait pour la transformation en yogourt. Et puis, on est partenaire avec 32 merveilleuses fermes laitières sur le territoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022?
On a réalisé, l'OGIAG a réalisé la quantification des GES sur les 32 fermes. En collaboration avec les producteurs, il y a eu des plans de transition avec des pratiques à implanter. Il y a eu du soutien agronomique, évidemment, avec tout ça. Le transfert de connaissances par l'organisation d'activités de formation et de séances de co-développement avec les producteurs. Puis, on travaille très fort aussi pour déployer une approche filière là, qui va au-delà de General Mills, puis essayer de consolider certains partenariats dans le secteur. Donc, maintenant qu'on a présenté nos deux organisations, qu'est-ce que c'est l'agriculture régénératrice? Qu'est-ce que le potentiel que ça pourrait avoir là, pour vous, qui sont tous majoritairement issus du secteur agroalimentaire? Donc, on est des gens de solutions. On va vous parler des défis très rapidement, puis après ça, passer plus de temps sur les solutions, mais il fallait quand même dresser la table pour vous parler un peu des problématiques qui sont vécues par notre secteur. Actuellement, on a une perte de 4 hectares de terres arables par jour au niveau mondial. L'agriculture est responsable pour 80 de l'utilisation de l'eau douce. 25 des émissions de GES sont attribuées au secteur agricole et malheureusement, le secteur est aussi pointé du doigt en étant un principal facteur de perte de biodiversité. On vit tous ces défis-là, ces problématiques-là, en même temps qu'on a vraiment des mandats qui nous demandent de plus en plus de nourrir une population croissante en veillant à ce que l'agriculture, ça reste un métier rentable et gratifiant pour les personnes qui l'exercent. Mais comme je vous dis, on est des gens de solutions. Donc, je vais vous présenter l'agriculture régénératrice à travers ses potentiels. Ses principes. Donc, un des grands groupes de principes, c'est le sol. On a parlé de régénération des sols, donc limiter les perturbations, travail réduit, sol couvert, racines vivantes à l'année. Ce sont 3 principes qui vraiment permettent de protéger puis de stimuler la vie microbienne et faunique du sol. Je pense qu'on commence simplement à comprendre ce qui se passe sous nos pieds, puis l'impact que ça a sur la fertilité des sols. Ça permet aussi de réduire les impacts de l'érosion éolienne et hydrique, le ruissellement, entre autres. Ça permet de séquestrer plus de carbone, maintenir une température plus constante. Donc, ça a beaucoup de bénéfices, là, ces principes-là, au niveau des pratiques agricoles. Bon, la ferme, comme vous le savez, c'est un ensemble très complexe. Il y a beaucoup de relations dans son écosystème. L'agriculture, dans l'agriculture régénératrice, on veut vraiment valoriser les services écosystémiques que l'agriculture, que les fermes rendent à l'environnement. Donc, protéger, restaurer la biodiversité, tant au niveau des plantes que des animaux à la ferme. Protéger les écosystèmes, on parle des milieux humides, des habitats fauniques. Même chose avec les cycles de l'eau. Et c'est sûr que l'agriculture régénératrice met de l'avant l'intégration des animaux au paysage agricole en stimulant un peu les plantes en imitant les passages des grands troupeaux d'animaux et puis créer une symbiose entre les animaux et la terre. Mais bien sûr, ça, c'est un principe. Puis on comprend que des fois, j'en viens à parler de vos contextes. Donc, le système agroalimentaire, dans les principes de l'agriculture régénératrice, un des grands principes, c'est vraiment de prendre en considération les contextes. Donc, on doit vraiment prendre en considération le climat, les ressources d'une entreprise, que ce soit la main-d'œuvre, les finances, puis les humains aussi qui sont au cœur de ces entreprises-là. Donc, oui, on a des principes et les pratiques, on met de l'avant certaines pratiques, mais elles ne doivent pas venir à l'encontre de la rentabilité des entreprises, par exemple. L'agriculture régénératrice milite pour la justice sociale, pour que toutes les voix des parties prenantes dans la transition soient entendues, la viabilité économique, comme je l'ai mentionné, des entreprises, mais aussi de nos communautés, la souveraineté alimentaire des territoires. Alors, je passe la parole à Dominique. Merci, Caroline. Oui, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de raisons pour adopter l'agriculture régénératrice. Et c'est vraiment à répondre à ces problèmes environnementaux qu'il faut être actif. Mais comment peut-on créer des marchés qui récompensent l'agriculture régénérative? Comment peut-on aider les agriculteurs à passer à des systèmes agriculteurs plus régénératifs? Ce sont des questions que beaucoup de membres de cette plateforme sont engagés. Ils sont engagés et prêts à investir dans ce domaine. Cependant, beaucoup de membres sont d'accord qu'une condition préalable est d'avoir une définition commune de l'agriculture régénérative. Et c'est ce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui.
Idéalement, cette définition doit être dans une manière pour revendiquer aussi le statut d'agriculture régénérative au niveau d'une exploitation, donc pour que les producteurs sachent s'ils sont régénératifs ou pas. C'est pourquoi nous, SciPlatform, nous avons élaboré un cadre pour l'agriculture régénérative. Un cadre mondial, c'est bien à dire. Avec nos membres, nous avons convenu que ce cadre devrait suivre 3 objectifs clés, et vous les voyez sur ce slide. Premièrement, le cadre doit offrir une définition harmonisée à l'échelle du secteur de l'agriculture régénérative et des résultats ou des objectifs environnementaux que l'on peut en attendre. Cela, c'est pour répondre ou pour résoudre le problème que je mentionnais jusqu'avant, des nombreux cadres différents qui existent aujourd'hui, qui sont parfois contradictoires et qui sont communiqués aux agriculteurs et qui font une grande confusion. Deuxièmement, le cadre doit prioriser les résultats ou les objectifs sur les pratiques. Le cadre doit se concentrer sur les objectifs et laisser aux agriculteurs de choisir les pratiques pour atteindre les résultats souhaités. Je pense que c'est vraiment important pour s'appuyer sur les connaissances des agriculteurs plutôt qu'imposer une approche conceptuelle qui ne tient pas compte de la réalité. Et je pense que vous êtes d'accord qu'on voit ça souvent dans l'agriculture aujourd'hui. Troisièmement, le cadre doit offrir un certain niveau de normalisation mondiale, mais quand même, il doit aussi permettre une contextualisation, comme Caroline a dit, une contextualisation locale. Cela, c'est pour répondre au fait qu'aucune exploitation agricole n'est identique, pour l'instant en termes de la localisation, des atouts ou des opportunités. Je suis vraiment convaincu que nous devons tenir compte de ça pour faire fonctionner l'agriculture régénérative pour tous les producteurs. Qu'est-ce que nous avons développé pour atteindre ces objectifs chez SciPlatform? L'année passée, nous avons publié la première version du cadre mondial pour l'agriculture régénérative. Ce cadre est accessible sur notre site web, sciplatform.org. Je suis un peu désolé que ce que je présente aujourd'hui, c'est un peu théorique, mais je vous en prie de regarder le cadre sur le site web. Le premier aspect de ce cadre, c'est qu'il est basé sur les résultats. Ce cadre comprend 10 objectifs ou résultats que nous considérons comme des indicateurs significatifs et mesurables de la durabilité environnementale. Ces objectifs couvrent les 4 domaines de l'eau, la biodiversité, le sol et le climat, aussi comme Caroline a déjà mentionné. Spécificité au contexte. Le cadre comprend un processus qui permet de traduire le concept global dans le contexte local. Et je vais expliquer ça dans une minute. Troisièmement, le cadre doit être inclusif. Il ne doit pas seulement récompenser le résultat, mais aussi l'engagement des agriculteurs. Et on veut achever ça avec différents niveaux de performance pour l'agriculture régénérative. Encore une fois, je pense qu'il s'agit d'un élément très important, car nous voulons nous engager avec le plus grand nombre des agriculteurs possible pour commencer cette transition. Et on ne veut pas être exclusif pour faire ça. Voici, vous voyez une simplification du processus de notre cadre. C'est un processus en 4 étapes. Ces 4 étapes sont les suivantes. La première étape, c'est l'analyse du contexte, context analysis. Elle comprend une hiérarchisation relative de 12 risques environnementaux et de risques de production pour les agriculteurs. Elle est réalisée entre les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires, les membres de SciPlatform, et ça c'est pour assurer que les sélections des objectifs prioritaires suivent un dialogue et n'est pas une imposition top-down du côté de nos membres. Et
Normalement, on regarde ça souvent, presque toujours, c'est le Scope 3 Emissions, le climat, le gaz, qui sont les objectifs de nos membres, mais ce n'est pas souvent les objectifs des agriculteurs. Donc, c'est important d'avoir un processus du dialogue. Nous aussi considérons qu'il s'agit d'un élément important pour susciter l'adhésion des agriculteurs, qui sont les principaux moteurs de cette transition. Pour la deuxième étape, et comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons identifié 10 objectifs qui sont indicateurs de la durabilité environnementale. Cependant, nous n'attendons pas que les agriculteurs les suivent tous. Nous voulons mettre l'accent sur les résultats les plus importants, tels qu'ils ont été identifiés par l'analyse du contexte. Ces résultats prioritaires seront ensuite mesurés et l'amélioration de performance sera signalée en cours de temps. Oh, non. J'ai été trop vite. La troisième étape, c'est la sélection de pratiques. Comme déjà mentionné, les agriculteurs, idéalement en collaboration avec des capables agronomes comme les collègues de Régénération Canada, doivent identifier des pratiques pour améliorer les performances par rapport aux résultats prioritaires. Comme déjà indiqué, les agriculteurs doivent être libres de choisir les pratiques qu'ils jugent les plus appropriées. Et aussi, je pense que c'est important. C'est vraiment le contexte qui décide. Enfin, le progrès est mesuré pour assurer qu'une exploitation améliore la performance contre les objectifs prioritaires. En faisant ça, nous sommes conscients qu'il faudra du temps pour progresser sur certains résultats. Donc, on a élaboré des niveaux de statut différents de l'agriculture régénérative qui répondent l'engagement, l'ambition, l'adoption de pratiques et ne pas seulement l'amélioration réelle des résultats. En outre, nous comprenons que la mesure de certains de ces objectifs peut être coûteuse. On travaille maintenant à l'identification de moyens de quantifier ces objectifs dans une manière économique. Je vous ai épargné le détail de le cadre aujourd'hui, et je suis désolé de ça, mais on n'a pas assez de temps. Mais je vous vraiment invite de consulter ce cadre sur notre site web ou de me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Assez de théorie pour maintenant. Comment voulons-nous mettre ce cadre en pratique? C'est là que nos membres entrent le jeu. Ils utiliseront notre cadre ou une adaptation de notre cadre pour mettre en œuvre l'agriculture régénérative avec leurs fournisseurs. Voici sont les exemples. Pour l'instant, McCain, que j'ai appris, c'est une entreprise bien connue au Canada. Elle a l'ambition d'avoir 100% de culture issues de l'agriculture régénérative par 2030. Pour Nestlé, une compagnie très fameuse en Suisse, c'est 50% des cultures qui sont de l'agriculture régénérative à 2030. Il y a une différente mesure pour de PepsiCo. Là, ils voudraient avoir 7 millions d'hectares de terres agricoles en agriculture régénérative à l'année 2030. Et finalement, un exemple du secteur laitier, parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de collègues du secteur laitier dans la Chambre aujourd'hui. C'est souvent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et voici, vous avez une ambition de réduire ça de 17%. S'il vous plaît, ne me demandez pas pourquoi c'est 17%. Vers l'année prochaine. Donc c'est très ambitieux. Bonne chance à Danone et Friesland Campina pour ça. Maintenant, je voudrais redonner la parole à Caroline parce que je pense que vous avez assez écouté le français fédéral de moi. Caroline vous présente des idées plus concrètes sur la manière dont une exploitation peut passer sur l'agriculture régénérative. Caroline, à vous. Merci, Dominique. Donc, maintenant qu'on a dressé un peu le portrait, on connaît un peu les engagements du secteur, la volonté d'atteindre certains objectifs. Comment ça se traduit sur le terrain, à la ferme?
C'est certain qu'on entend beaucoup parler des défis. Comme je vous dis, on est des gens de solutions. On va vous parler des défis très brièvement, puis après ça, adresser un peu les pistes de solutions. Donc, c'est sûr qu'on parle de temps et d'argent. C'est toujours, là, quand on entend parler d'agriculture, on n'a pas l'accès à des ressources. Puis je pense que les conférences de ce matin, là, particulièrement sur le plan économique, viennent corroborer un peu ça. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu ailleurs. Je pense qu'il y a 3 défis principaux de transition à la ferme. Il y en a sûrement d'autres, là. Mais je pense que ce que j'entends beaucoup des producteurs, c'est l'accès à l'information et l'expertise. Il y a beaucoup de contenu, les principes sont bien expliqués. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui a rencontré un agriculteur ici qui était contre la santé des sols. Je pense qu'on s'entend tous, puis je pense que les producteurs sont de plus en plus conscients. Par contre, il y a une problématique quand il vient le temps d'adapter ces principes-là à la ferme dans des pratiques concrètes. C'est là que l'information et l'expertise, ça peut être plus complexe. Puis souvent, ce qu'on entend des producteurs, c'est « bon, bien, je fais ça comment chez nous, dans mon contexte ». Donc ça, c'est vraiment un défi important. Coordonner l'écosystème de la ferme. Il y a beaucoup d'intervenants autour d'une entreprise agricole. Quand on parle de transition vers l'agriculture régénératrice puis la transition climatique qui est devant nous, c'est vraiment j'appelle ça un peu développer son muscle de la transition. On n'est plus dans une dynamique où il faut appliquer une pratique après l'autre, puis il y a une rétribution ou un programme ou quelconque. Il faut vraiment développer un regard à vol d'oiseau puis une approche systémique. Puis ça demande une posture de leadership très importante pour les producteurs, les agriculteurs, qui doivent coordonner là, un peu les objectifs de l'entreprise puis travailler avec tous leurs intervenants. Puis, au niveau de la coordination, on a des saisons de culture très courtes, particulièrement dans certaines régions. Puis là, je donne crédit à mon frère qui me dit ça dans l'auto hier. Des fois, on a des objectifs de faire de l'engrais vert ou d'implanter telle chose. Puis là, finalement, les aléas de la météo, on a perdu un employé en cours de route, il y a eu quelque chose au niveau familial. Puis malheureusement, on ne réussit pas à faire rentrer dans le 3-4 mois de culture les objectifs qu'on s'était donnés. Donc ça, c'est un grand défi, je pense, de coordonner tout ça. Puis je pense qu'il y a un défi aussi au niveau du design des programmes. C'est certain que je vous parlais du muscle de la transition. On est beaucoup dans le pilote, dans des rétributions au niveau de pratiques vraiment ciblées. Là, on veut développer encore un peu plus une posture systémique. Et ça, comme je vous disais, là, actuellement, on a besoin de travailler peut-être un petit peu plus cet angle-là. C'est sûr aussi que toute la charge administrative qui vient avec les programmes, c'est demandant. Puis aussi, je pense qu'il y a une tendance aussi pour le producteur de se sentir comme un fournisseur de données. Puis ça, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas une posture qui est mobilisante. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir dans les initiatives, les projets des entreprises du secteur agroalimentaire pour vraiment mieux réfléchir comment on retravaille un peu pour changer cette posture-là puis mobiliser davantage les producteurs agricoles. Donc, au sein des fermes laitières engagées, on a identifié quelques pistes de solutions. Je pense qu'il y en a d'autres et je vous mentirais si je vous disais qu'elles sont toutes appliquées à 100% en ce moment. On est vraiment un work in progress pour donner du bon français ici, ou en tout cas, il y en a qui disent que l'avion, on l'a construit en plein vol. Bien, je vais vous décrire un peu les 4 approches ou réflexions qu'on a et qu'on est en train de vouloir mettre en place. Donc, l'approche centrée sur l'usager, c'est quoi? C'est vraiment une approche où on comprend qu'il y a une complémentarité entre l'expertise et l'expérience de l'usager. Et puis que ça, dans le design du programme, c'est riche comme collaboration. Ça se fait beaucoup dans le secteur de la santé avec des patients pour essayer de combiner l'expertise de la médecine avec l'expérience du patient puis de la famille du patient. Donc, en agriculture ou dans toute entreprise, puis ça, c'est quelque chose que les entreprises aussi connaissent très bien, le parcours usager, parce qu'ils développent beaucoup leur marketing, les entreprises, ou même les applications web et tout ça, en utilisant ce genre de techniques-là. Donc, un usager passe de la sensibilisation à l'engagement, à l'adoption, puis le stade, c'est la rétention. Donc, si on parle de commercial, c'est qu'on achète, on s'est sensibilisé à une marque de commerce, on s'est engagé envers elle, on adopte une nouvelle pratique d'achat et on répète la pratique d'achat. C'est un peu mais moi, je pense que le même concept peut s'appliquer pour l'application de pratiques agricoles. Donc, si on veut passer d'un changement de comportement, il faut vraiment bien penser à quelles sont les interactions
quelles sont les actions que l'usager, donc l'agriculteur, va avoir à mettre en place, les interactions à chaque moment, à chaque étape, les émotions et les douleurs. Pour moi, le parcours usager est très centré autour des douleurs. Qu'est-ce qu'une douleur? C'est une insatisfaction, quelque chose qui nous irrite à un moment donné. Donc, je vous donne l'exemple de la quantification des GES à la ferme. C'est une douleur. On a du temps à investir là-dedans. Il faut des allers-retours, c'est complexe. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi on fait ça. Donc, cette douleur-là, en anticipant le parcours de notre producteur dans son changement, on peut trouver une solution pour atténuer ces douleurs-là dans le projet même. Donc, ça permet de sécuriser l'usager. Et puis, nous, ça nous permet de vraiment mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Puis, on ne peut pas éliminer les douleurs, mais on peut toujours y réfléchir pour les atténuer. La mobilisation et l'engagement, c'est certain que nous, au cœur du projet, c'est vraiment central. On ne s'engage pas avec de l'information et de la sensibilisation. L'engagement s'accroît avec l'action. Donc, on ne prend aucune décision de façon cognitive vraiment. On est beaucoup en essai-erreur. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur agricole. On est des gens très concrets. Donc, on pense que l'implantation pratique, ça permet le muscle de la transition là, de s'exercer. Donc, on doit, comme je vous le disais, là, développer notre posture de changement. Et puis, dans le projet, on a vraiment une attention particulière pour tout ce qui est communication engageante. Il y a des façons de communiquer dans des projets, que ce soit dans des ateliers, pour permettre vraiment là, de prendre une attention particulière à ça. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Puis c'est peut-être dans le secteur agricole des choses qu'on a peut-être un peu négligées, à mon avis, dans certaines initiatives. La valorisation. Bien, les producteurs, ils doivent se reconnaître, comme nous, on dit qu'en tant que consommateurs, on aime se reconnaître et s'associer à des entreprises ou à des produits. C'est la même chose pour les agriculteurs. Ils doivent se reconnaître dans le rôle d'ambassadeur. Vous voyez ici la compagnie Arla Foods, là, qui est une entreprise laitière quand même majeure dans le monde, qui est située en Grande-Bretagne. Ils font un travail exceptionnel au niveau de donner un peu une image des producteurs qui sont impliqués dans leur programme d'agriculture régénératrice. Puis aussi, vous le savez, le discours sur les changements climatiques, il est morose en ce moment. On se sent tous un peu impuissants. Puis on a l'impression de porter un peu le problème sur nos épaules. Puis ça, les producteurs agricoles, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'ils vivent. Puis je pense de pouvoir mettre en valeur un peu plus leurs actions, puis leur rôle, à quel point ils ont un rôle crucial dans ce changement-là de société. Je pense que ça pourrait être vraiment positif. Vous voyez aussi un article du Devoir là, qui est apparu au mois d'août, qui met en valeur là, la ferme Vimo en Estrie, qui fait partie de notre projet également. Enfin, les communautés de pratique. On parle souvent de ce terme-là, mais il faut vraiment favoriser le passage au collectif. Ça, c'est vraiment, je pense, central, particulièrement dans le secteur agricole. La transition, selon moi, va se faire de producteur à producteur. Quand on parlait d'accès à l'information et à l'expertise, le manque de concret un petit peu, c'est là, pour moi, une piste de solution parce que quand un agriculteur parle à un autre, on dirait que ça se fait automatiquement, cette espèce d'information concrète-là puis d'échange. Fait que nous, on met vraiment là, on essaie de développer le plus possible les communautés de pratique régionales où, en fait, ça peut être plusieurs régions ensemble, mais on trouve qu'il y a vraiment là, besoin de favoriser le dialogue aussi et d'éviter de se sentir seul dans la transition. Je termine, il nous reste un peu de temps, fait qu'on va être en mesure de prendre là, plus de questions. Qu'est-ce que ça va prendre, la transition, selon nous? Ça va prendre de la patience. L'agriculture, c'est une carrière qui est très exigeante. Une ferme, c'est complexe. Des transitions, ça prend du temps, des essais, du soutien. La flexibilité, vous voyez mon petit schéma, le chemin de la transition, ce n'est pas non plus linéaire. Des fois, on fait des allers-retours, on tourne en rond, puis des fois, on y revient 5 ans plus tard. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. L'intelligence collective. C'est sûr que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vois ici, il y a des gens issus plus du secteur de la transformation, il y a des gens plus là, qui représentent la production agricole, il y a des détaillants. Je pense qu'il faut revenir sur le plan humain pour vraiment connecter dans la transition, puis pour nous redonner un peu la valorisation puis l'énergie nécessaire pour mettre en place cette transition-là.
On est deux organismes très différents, même si on a fait une présentation commune. Quand on s'est rencontrés, Dominique et moi, on a dit, bien, on s'est proposé à l'un à l'autre de faire une présentation commune plutôt que chacun de notre côté. Dominique, avec son bon sens de l'humour, m'a dit, moi, je suis suisse, je suis très neutre, fait qu'on a décidé d'y aller ensemble. Donc, on est engagés dans la transition. Régénération Canada, on désire soutenir les agriculteurs pour mettre la transition en œuvre sur les fermes. SCI Plateforme veulent s'assurer que les chaînes de valeur supportent l'agriculture régénératrice. On veut faire bouger les choses, puis on vous invite à vous engager, vous aussi, pour soutenir la transition. Merci beaucoup.